Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Adam Azeizi, consultant en stratégie dans le secteur financier, Emmanuel Kouzoumoumi, analyste économique et politique, Djemal Taleb, notre éditorialiste. Monsieur Kouzoumoumi, alors la candidature présidentielle du général Khalifa Haftar n'est pas impossible. Voilà, elle a été évoquée à de nombreuses reprises. Une place du maréchal dans le futur exécutif, c'est une donnée primordial pour une sortie de crise en Libye. Il faut composer avec le maréchal Khalifa Haftar. En tout cas, il est devenu incontournable. Il est devenu incontournable. Mais en même temps, si on revient un peu en arrière, pendant 42 ans de pouvoir de Kadhafi, il n'y a pas eu d'élection en Libye. Donc la tradition démocratique au sens européen n'existe pas dans ce pays. Quand on a essayé de faire des élections après la décomposition et la débâcle de l'armée libyenne en 2011, il y a eu des tentatives quand même d'organiser au moins quelque chose qui s'appellerait une Assemblée nationale. Bon, ça a échoué puisque la tradition voudrait bien que les tribus désignent les représentants au pouvoir, dans le pouvoir central, mais ce n'est pas par l'élection en tant que telle. Donc, autrement dit, la culture démocratique au sens européen ne se fera pas. En tout cas, ça n'aura pas de résultat qu'on souhaite. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, aujourd'hui, le maréchal Haftar pourra toujours dire « je suis le patron ». Personne ne peut l'interdire aussi de se présenter aux élections. Soit il se présente aux élections, alors là, on peut se dire, s'il n'est pas élu, qu'est-ce qu'il fait? Il reste chef quand même. Vous voyez, ces élections, je peux qualifier d'inutiles. Parce que, tel que c'est parti, le pragmatisme voudrait que peut-être on trouve une sorte de conciliation entre les pouvoirs de Tripoli, en gros, tout ce qui occupe un peu la Tripolitaine par rapport à la Cyrénaïque, en se disant, après tout, celui qui contrôle l'essentiel du pays en termes politiques, en termes militaires, en termes économiques, c'est lui qui a le plus de chances de diriger le pays, parce qu'il a au moins l'armée pour cela. Soit on se dit, on va passer aux élections démocratiques, celui qui sera élu venant de Tripoli, celui qui va diriger le pays, la réponse sera, on revient en arrière, en 2012, on repart de zéro. Donc on n'aura pas avancé. Ça veut dire en d'autres termes que la solution démocratique par les élections n'est pas appropriée pour la Libye aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage. On passe tout de suite au reste de l'actualité. Les constructeurs automobiles à l'assaut du marché africain, nouveau marché au potentiel énorme, et les groupes automobiles franchissent de plus en plus le pas d'une implantation industrielle, et c'est notamment le cas en Afrique de l'Est où Volkswagen, le constructeur allemand, étend progressivement sa présence. Illustration à Kigali avec le premier véhicule Volkswagen Made in Rwanda qui vient tout juste de sortir d'usine. C'est un reportage de Nathalie Mo. La première voiture construite au Rwanda a été présentée au public ce 27 juin à la faveur de l'inauguration d'une usine d'assemblage de véhicules. En effet, le constructeur automobile Volkswagen vient de lancer la production de véhicules de marque Polo dans le pays. L'entreprise allemande compte également produire localement 5000 modèles Passat, Tiguan, Amarok et Terramon chaque année. Le choix du Rwanda se justifie par la volonté du constructeur de développer son marché automobile. De plus, Volkswagen espère lancer une application mobile de covoiturage dans le pays. Le marché africain est si riche. On parle d'au moins 1 milliard de personnes. En plus, le Rwanda pourrait même devenir un important point d'exportation des véhicules de marque Volkswagen en direction de l'Europe. Volkswagen a investi 20 millions de dollars dans l'installation de son usine d'assemblage au Rwanda. Pourtant, seuls 200 000 véhicules pour 12 millions d'habitants ont été immatriculés depuis 1997. L'intérêt de cet investissement réside cependant dans la volonté de diminuer l'utilisation de véhicules de seconde main au Rwanda. Une vision positive pour l'inclusion économique du Rwanda et de la sous-région se cache aussi derrière ce projet. Cette installation représente sans aucun doute un nouveau chapitre dans le processus de transformation économique du Rwanda. Il y a aussi des implications positives pour l'Afrique plus généralement. Les marques mondiales peuvent non seulement assembler des produits de haute qualité en Afrique, mais elles peuvent également trouver des clients ici. L'Afrique n'a pas besoin d'être un dépotoir pour les voitures d'occasion. Le lancement de cette usine au Rwanda marque l'expansion de l'engagement de la marque Volkswagen en Afrique. De plus, l'entreprise déjà implantée au Kenya va employer jusqu'à 1000 Rwandais.
Mais ça, c'est un site pilote. Alors, l'arrivée de Volkswagen s'inscrit dans la politique de l'État rwandais de réduire au maximum les articles d'occasion, et pas seulement que pour les voitures. Le président rwandais Paul Kagame, qui s'est réjoui de cette production, dit que l'Afrique n'a pas besoin d'être un dépotoir pour les voitures de seconde main ou d'occasion. À long terme, vous finissez de toute façon par payer un prix élevé. Voilà ce que dit le président rwandais. Le Rwanda, Emmanuel Kouzou-Moami, est véritablement en mesure de profiter de toute cette dynamique pour réduire ces importations de voitures en provenance notamment d'Asie? Oui, et il y a un double objectif. Le premier, c'est la diversification de l'économie rwandaise, qui aujourd'hui est pratiquement pilotée par l'agriculture et le tourisme. Et puis les technologies, nouvelles technologies de l'information, des communications, mais ça c'est un secteur mineur. Donc, en gros, c'est l'agriculture et le tourisme qui pilotent l'économie rwandaise. Ajouter une entrée dans la transformation industrielle par le montage de véhicules avec un partenaire extérieur, c'est un signe simplement pour le Rwanda montrer qu'il a les capacités de se diversifier dans l'industrie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est effectivement le combat de Paul Kagame depuis qu'il est président, c'est le pays vert. C'est l'écologie au maximum. Donc c'est dire, les véhicules étrangers, quand ils arrivent en deuxième ou troisième main, généralement, ce sont les véhicules qui sont soit usagés, soit qui posent problème de pollution, soit des problèmes simplement de durabilité, si on peut dire comme ça, le mot est anglais pour ces véhicules-là. Donc ils souhaiteraient remplacer progressivement les véhicules importés, notamment d'occasion, par les véhicules neufs. Ça, c'est l'écologie. Ensuite, il y a un troisième élément qui est la fierté quand même. C'est de dire nous sommes aussi capables de produire des véhicules, non pas sur le modèle des véhicules made in Africa, comme font d'autres pays. Je rappelle au passage qu'il y a des pays déjà qui ont des marques automobiles. Et il y a Mobius au Kenya, c'est une marque kenyane. Il y a Innoson au Nigeria qui produit les véhicules, les bus, il produit les véhicules particuliers. Les Indiens. Kenya. Les Indiens aussi, les Chinois. Oui, tout à fait, ils produisent. Je veux dire en Afrique. Pour l'Afrique. Non, mais je dis en Afrique, ils produisent en Afrique. Oui. Alors vous avez aussi Kantaka, par exemple, au Ghana, qui produit aussi des véhicules. Vous avez Kira aujourd'hui en Ouganda, qui également est une marque d'automobile de l'Ouganda. Donc il y a beaucoup de pays qui essayent de créer leur propre marque d'automobile. Le Rwanda n'a pas choisi cette voie-là, de créer sa marque d'automobile, parce que le marché est étroit, il faut quand même être, je dirais, quelque part pragmatique, et d'autre part parce que c'est un pays qui veut plutôt profiter des technologies assises déjà complètement banalisées de l'automobile par un constructeur international connu, qui est le premier constructeur européen, c'est Volkswagen, c'est le groupe Volkswagen. Donc il se dit, avec ce partenaire-là, je vais accéder plus rapidement à la connaissance, à la maîtrise de la construction automobile. Adama Zeïzi. Alors, j'aimerais juste nuancer les deux approches, parce que vous évoquez les pays qui sont lancés dans l'approche de création d'une marque locale et d'essayer de développer. Mais aujourd'hui, c'est assez microcosmique par rapport à l'échelle africaine et par rapport au volume écoulé. La stratégie kenyane est assez intelligente et correspond à la stratégie embryonnaire qu'ont adopté des pays qui sont pionniers dans la région dans l'industrie automobile, à savoir d'abord développer un tissu local. Bon, pour l'instant, c'est une petite production, 5000 véhicules annuels, avec des pièces qui sont principalement importées d'Afrique du Sud. Néanmoins, le succès qui peut être à l'origine de développement d'une industrie automobile locale, c'est d'abord de créer un tissu de fournisseurs de pièces ou de composants automobiles qui pourraient assurer une production en partie locale. Non seulement de l'assemblage qui a très faible valeur ajoutée, puisque si on se retrouve à uniquement importer des pièces et les assembler, la valeur ajoutée est quasi nulle. Et on peut assembler et déssembler du jour au lendemain très simplement. C'est créer un tissu d'entrepreneurs, d'entreprises locales qui développent étrangères peut-être au départ, par la suite locales, au fur et au développement des compétences et de la formation d'entreprises locales pour pouvoir augmenter la part de composants locaux. Dans un premier temps, par la suite,
adopter des stratégies comme certains pays ont pu adopter à travers l'exigence d'un pourcentage de pièces locales dans les automobiles fabriquées et à terme s'orienter vers l'exportation. Aujourd'hui, le marché rwandais est assez petit. Il est dans une région qui est assez dominée par l'Afrique du Sud. Alors justement, est-ce qu'il ne faut pas y voir là une stratégie plus large, c'est-à-dire qui s'inscrit au niveau de la région en ce qui concerne le Rwanda, mais aussi pour Volkswagen, Jemal Taleb? Je ne sais pas. Je sais que Volkswagen, après la crise américaine, est en train probablement de trouver une solution africaine. Et que finalement, après les pots qui ne marchent pas bien aux États-Unis avec une taxation très élevée de pénalités, ils sont probablement en train de trouver le marché africain. Et ce n'est pas une mauvaise idée. C'est un marché qui est prometteur, c'est un marché d'avenir, qui est jeune, qui peut être dynamique, qui n'a pas encore aujourd'hui le pouvoir d'achat nécessaire pour le faire, mais la classe moyenne se développe de plus en plus. On est à combien, Emmanuel? 400 millions de classe moyenne sur le continent africain? Probablement un peu moins, mais pas très loin. Dans les 200. Voilà, c'est-à-dire que nous avons une dynamique de la classe moyenne de la consommation qui est de plus en plus importante. On a la qualité de la main-d'œuvre. Le Rwanda, de ce point de vue-là, d'ailleurs, n'a pas à se plaindre. Et donc, on a véritablement une classe moyenne et donc une main-d'œuvre de bon niveau. Il est logique qu'un groupe comme Volkswagen prépare son avenir, sa réorientation sur le marché africain et comprenne que le pari sur ce marché-là a un sens. Alors, évidemment, il commence par le Kenya, parce qu'ils ont déjà une usine au Kenya. Et là, ils ont une nouvelle étape au Rwanda. Ça a un sens, parce que c'est un pays qui fonctionne bien. En tout cas, selon moi, c'est un pays qui a une main-d'œuvre de bon niveau. C'est un pays qui a compris très vite le pari qu'il faut tirer. Et puis, la phrase de Kagame me plaît bien. En effet, il faudrait qu'on finisse avec les dépotoirs des vieilles voitures. Mais vous savez, c'est l'évolution normale des sociétés. C'est-à-dire, on a tous connu des sociétés compliquées, les gens de mon âge. Ceux de demain vont sans doute connaître un niveau et un besoin de consommation beaucoup plus important parce qu'ils vont avoir des moyens beaucoup plus importants. Ceux qui vous disent que le continent africain n'avance pas, donc, selon moi, racontent des histoires. Évidemment que ça avance, évidemment que les conditions sont toujours meilleures et que je pense que l'arrivée du groupe comme Volkswagen prouve encore une fois, et au-delà des frontières du Rwanda, parce qu'on ne s'installe pas au Rwanda pour vendre des voitures, il y a quoi, 200 000 voitures par an, c'est-à-dire que ce n'est pas le pays où on va vendre le plus de voitures. C'est-à-dire qu'à partir du Rwanda, on veut conquérir la région et donc ils comprennent très bien, et je lisais dans le sujet, j'écoutais dans le sujet qu'il vise le marché Uber. Ça veut dire qu'il considère vraiment qu'il y a une vraie société de consommation qui est en train de se mettre en place et il parie dessus. Je pense que c'est très intelligent. Les seuls qui ne le font pas d'ailleurs, c'est les Africains. Justement, vous évoquez le cas d'Uber. Le choix de Rwanda n'est pas fortuit. C'est un choix intelligent parce que c'est un pays qui est en avance avec le Kenya sur les nouvelles technologies dans la région. Et Volkswagen cible le Rwanda comme laboratoire pour sa stratégie de développement, non seulement pour la production simple de véhicules qui est aujourd'hui l'ancien monde, mais également en développement des partenariats avec tout ce qui est site de type Uber ou autre, mais également dans tout ce qui est covoiturage. Donc c'est toute une démarche aujourd'hui qu'initient les constructeurs automobiles dans le monde en devenant partenaires de constructeurs, voire certains en train de développer la voiture autonome, donc son propre constructeurs par eux-mêmes. Donc aujourd'hui, Volkswagen anticipe ça et choisit un marché assez mature technologiquement pour essayer de faire évoluer des idées et qui peut-être auront du succès et pourront être développées dans des pays qui ont besoin aujourd'hui d'infrastructures de transport, qui sont assez faibles en transport public. Et donc l'automobile joue encore un rôle assez important dans le déplacement des populations locales et un facteur de développement économique. Donc c'est assez important pour ces pays. Donc le Rwanda apparaît comme un bon laboratoire dans ce sens. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, tous les constructeurs automobiles cherchent des diversifications géographiques. C'est vrai que pendant un certain temps, même pendant longtemps, tout le monde voyait l'accroissement du marché par les États-Unis. Même les Chinois sont allés s'implanter aux États-Unis. Aujourd'hui, avec la politique de Donald Trump, ils ont compris que les États-Unis deviennent de plus en plus un pays protectionniste. Et en tout cas de plus en plus cher pour produire dans ce pays et vendre dans ce pays. Donc que Volkswagen ait choisi d'orienter ce regard vers l'Afrique et passer par un pays qui aujourd'hui est connu comme celui qui vraiment jure par les technologies. Donc on va créer effectivement des voitures beaucoup plus autonomes qu'on ne le faisait jusqu'à présent. C'est un laboratoire technologique, il faut le dire, on le voit aussi comme cela. Mais en même temps, Volkswagen n'est pas le seul. Vous savez que le Maroc aujourd'hui est devenu un champ de production de véhicules pour
Renault à Tanger, pour, je ne sais pas, Kenitra, je crois, pour Peugeot. Donc aujourd'hui, les grands constructeurs automobiles européens, puisque le marché américain se fait de plus en plus, et surtout l'expansion, c'est en Afrique qu'on va le voir. Alors après, on peut toujours, bien sûr, sur le plan de la volumétrie de production, dire que l'Afrique n'est pas vraiment le grand marché. Globalement, l'Afrique immatricule chaque année 2 millions de voitures, l'équivalent de la France. Le marché français automobile, c'est l'équivalent du marché africain des 54 pays. Ça, c'est vrai. Mais c'est dans le contexte aujourd'hui. Or, la classe moyenne, dont parlait Jemal tout à l'heure, c'est une classe qui est en expansion. Tout à fait. Et la croissance économique, c'est une réalité. Certes, elle a du mal à retrouver le développement, puisque la croissance n'est pas le développement, mais il y a une sorte de ruissellement qui se fera par la croissance vers le développement. Donc on peut imaginer que la rapidité de croissance de la consommation des Africains sera importante dans les 5-10 dernières années, auquel cas, tous les constructeurs vont prendre pied aujourd'hui dans ce pays-là. Et enfin, on a parlé des modèles africains made in Africa, Nigeria, Ouganda, Kenya, Ghana, etc. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'intention de concurrencer les constructeurs internationaux. Ce n'est pas l'objet. C'est de se dire on va construire les véhicules en quantité limitée, mais qui s'adaptent le plus possible à nos géographies, à nos topographies. C'est ce qu'a fait le Nigeria avec les bus, par exemple. C'est ce que fait aujourd'hui le Kenya avec ses véhicules, les Mobius et des choses comme ça, qui sont beaucoup plus, d'ailleurs, ce n'est pas des véhicules de grand confort, mais c'est des véhicules qui sont construits pour aller dans le désert, dans les montagnes, dans les topographies difficiles. Et enfin, dernier point, il y a un effort, malgré tout, qu'on va faire, là c'est d'une façon globale sur le continent, ce sont les infrastructures routières. Aujourd'hui, on peut toujours dire 2 millions, on va passer à 4 millions de véhicules, encore faut-il qu'ils puissent rouler quelque part. Dans beaucoup de pays, malheureusement, nous sommes en retard de développement des infrastructures routières. Jemal Taleb. Non, c'est un sujet intéressant parce que Volkswagen a une culture d'expansion et de développement naturel vers l'Europe de l'Est. On se souvient que les plus grandes usines en dehors de l'Allemagne, elles ont lieu en Slovaquie, qu'elle a acheté Skoda, que le marché russe n'a pas de secret pour Volkswagen et que la Pologne est une espèce de SARL de Volkswagen. Et là, on a probablement une espèce de réorientation stratégique qui, elle, ne va non pas vers d'autres pays où on peut considérer le marché asiatique comme étant prometteur, mais plutôt sur le continent africain. Et j'espère, en tout cas, c'est ce que je crois, c'est que c'est finalement une réorientation qui sent quelque chose. Probablement qu'on se dit, ou sûrement d'ailleurs qu'on se dit chez Volkswagen, les marchés habituels et traditionnels sont saturés. Nous ne fabriquons pas pour le marché européen, contrairement d'ailleurs à ce que fait PSA et Renault au Maroc. Ils fabriquent d'abord pour le marché européen et c'est à destination du marché européen. Alors que là, nous sommes sur une orientation sur le marché africain. Et donc c'est ça qui est intéressant et nouveau. Merci beaucoup. On marque une très courte pause. Restez avec nous pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.